Le 6 août 1942, le porte-avions Shokaku était ancré dans le lagon de Truk. Son pont d'envol désert, ses hangars silencieux. En dessous du pont, dans une salle de conférence exiguë saturée de fumée de cigarettes, 5 officiers de marine japonais étaient assis autour d'une table, couverte de cartes, de rapports de pertes et de résumés de renseignements. Ils étaient en réunion depuis 3 heures. Personne n'avait parlé depuis 10 minutes. Finalement, le contre-amiral Tamon, Yamaguchi, brisa le silence. « Messieurs, nous devons reconnaître ce que ces chiffres nous disent. La guerre est perdue. » La salle resta silencieuse. Personne ne le contredit. Personne n'en avait besoin. Ils le savaient tous. Le 6 août 1942 marquait exactement 2 mois depuis la bataille de Midway, et les implications devenaient enfin indéniables. Le Japon avait perdu l'initiative de la guerre, peut-être pour toujours. Et la terrible ironie était que Pearl Harbor, l'attaque censée anéantir la puissance navale américaine, avait au contraire garanti la défaite finale du Japon. Pour comprendre comment ces amiraux en sont arrivés à cette conclusion dévastatrice, nous devons remonter 8 mois en arrière, au 7 décembre 1941. Ce matin-là, la frappe soigneusement planifiée de l'amiral Isoroku Yamamoto atteignit la perfection tactique. Les avions japonais coulèrent ou endommagèrent 8 cuirassés américains. Ils détruisirent 188 appareils. Ils tuèrent 2403 Américains. L'attaque fut exécutée presque parfaitement. Presque. Les échecs critiques devinrent immédiatement apparents pour ceux qui y prêtaient attention. Les porte-avions américains n'étaient pas au port. L'Enterprise, le Lexington et le Saratoga étaient en mer, intacts. Les immenses réservoirs de carburant de Pearl Harbor, contenant des millions de litres de pétrole, ne furent pas visés. La base sous-marine fut ignorée. Les installations de réparation restèrent intactes. Yamamoto lui-même aurait dit après l'attaque « Je crains que tout ce que nous ayons fait soit de réveiller un géant endormi et de le remplir d'une terrible résolution. » De nombreux historiens débattent de la véracité exacte de ces mots de Yamamoto. Mais les documents des services de renseignement naval japonais du début 1942 montraient que les amiraux supérieurs du Japon comprenaient qu'ils avaient une fenêtre d'opportunité étroite. Les estimations des renseignements suggéraient que le Japon disposait de 6 à 8 mois avant que la production industrielle américaine ne commence à submerger les avantages japonais en matière de formation, d'expérience et de positionnement. 8 mois. En août 1942, cette fenêtre s'était refermée. La bataille de Midway, début juin 1942, fut le tournant catastrophique. Le Japon perdit 4 porte-avions de bataille, l'Akagi, le Kaga, le Soryo et le Hiryo. Ce n'étaient pas que des navires, c'étaient des plateformes de combat irremplaçables équipées de pilotes irremplaçables. Le Japon entra en mer avec 10 porte-avions de bataille. En août 1942, il en avait 6, dont 2 endommagés. Les États-Unis, pendant ce temps, construisaient des porte-avions à un rythme qui stupéfiait les planificateurs navals japonais. Dans cette salle de conférence, le 6 août, les amiraux examinèrent les rapports de renseignement qui révélaient l'étendue réelle du désastre. Les chantiers navals américains avaient plus d'une dizaine de porte-avions de bataille en construction. Des porte-avions de classe Essex plus grands et plus performants que tout ce que le Japon pouvait construire. Les premiers entreraient en service début 1943. D'ici 1944, les États-Unis auraient une supériorité numérique si écrasante que la stratégie défensive japonaise deviendrait impossible. Mais les chiffres des porte-avions n'étaient que le début. Les rapports de renseignement détaillaient la production aéronautique américaine. En 1941, les usines américaines produisirent environ 19 000 avions militaires. Les usines japonaises en produisirent d'environ 5 000. Mais l'écart s'élargissait de manière exponentielle. La production américaine s'accélérait, tandis que la production japonaise peinait même à maintenir les niveaux actuels. D'ici 1943, les estimations des renseignements suggéraient que les États-Unis produiraient 85 000 avions par an. Le Japon en produirait peut-être 16 000, si tout se passait parfaitement. Le capitaine de vaisseau Mitsuo Fuchida,
qui avait mené l'attaque aérienne sur Pearl Harbor, était présent à cette réunion d'hôtes. Il avait été blessé à Midway et se remettait, mais son expertise tactique était nécessaire pour la planification. Fuchida présenta une analyse qui dévasta le moral. L'aéronavale japonaise avait commencé la guerre avec environ 3500 pilotes de porte-avions hautement qualifiés. Ces hommes s'étaient entraînés pendant des années. Ils étaient sans doute les meilleurs pilotes de porte-avions au monde en décembre 1941. En août 1942, environ 40% d'entre eux étaient morts, tués à la mer de Corail, à Midway, et dans l'attrition implacable de la campagne des îles Salomon. Les survivants étaient épuisés, effectuant plusieurs missions par jour avec un repos insuffisant. Pendant ce temps, les programmes de formation des pilotes japonais produisaient peut-être 100 nouveaux pilotes qualifiés pour porte-avions par mois. Et ces nouveaux pilotes avaient peut-être 200 heures de vol contre plus de 800 heures accumulées par les vétérans avant la guerre. La production de pilotes américains racontait une histoire différente. Les États-Unis formaient des milliers de pilotes par mois. Leur formation n'était pas aussi intensive au début, mais le simple nombre signifiait que les pertes américaines pouvaient être remplacées rapidement. Les pertes japonaises, elles, ne le pouvaient pas. Chaque pilote japonais expérimenté, perdu, était effectivement irremplaçable. Fuchida calcula qu'au rythme d'attrition actuel, le Japon n'aurait plus de pilotes de porte-avions expérimentés d'ici mi-1943, quel que soit le nombre de porte-avions dont il disposait. Les chiffres de la guerre sous-marine étaient tout aussi sinistres. Les sous-marins japonais avaient obtenu un succès minimal malgré des conceptions sophistiquées. Ils étaient utilisés principalement pour le soutien de la flotte plutôt que pour la guerre contre le commerce. Pendant ce temps, les sous-marins américains commençaient à étrangler la marine marchande japonaise. L'économie du Japon dépendait entièrement des importations. Le pétrole des Indes néerlandaises, le caoutchouc de Malaisie, le riz d'Indochine, le minerai de fer de multiples sources. Tout devait être transporté à travers des eaux de plus en plus dominées par les sous-marins américains. L'amiral Yamaguchi présenta les statistiques de pertes maritimes. En janvier 1942, le Japon perdit 15 navires marchands. En juin, il perdait 30 navires par mois. En août, le taux était passé à 40 navires par mois. La courbe était terrifiante. À ce rythme, d'ici 1944, le Japon n'aurait plus assez de marine marchande pour maintenir les fonctions économiques de base et encore moins soutenir les opérations militaires. Et la capacité de construction navale du Japon ne pouvait pas suivre. Il pouvait construire peut-être 200 000 tonnes de navires marchands par an, il perdait 300 000 tonnes par an et les pertes s'accéléraient. La situation stratégique était tout aussi désastreuse. Le Japon avait conquis de vastes territoires en 6 mois. Les Philippines, la Malaisie, Singapour, les Indes néerlandaises, la Birmanie et de nombreuses îles du Pacifique. Cette expansion créa un périmètre défensif long de milliers de kilomètres. Le défendre nécessitait de disperser les forces japonaises sur des dizaines de garnisons, beaucoup dans des endroits isolés difficiles à approvisionner et impossibles à renforcer rapidement. Les Américains, en revanche, pouvaient concentrer leurs forces. Ils pouvaient choisir où et quand attaquer. Le Japon devait défendre partout. Cette asymétrie fondamentale signifiait que même avec des forces égales, les Américains avaient l'avantage. Mais les forces n'étaient pas égales. La puissance américaine croissait, la puissance japonaise déclinait. Les mathématiques étaient incontournables. Un amiral souleva la possibilité d'une paix négociée. Peut-être que si le Japon proposait de restituer certains territoires conquis, les Américains accepteraient un cessez-le-feu. La suggestion fut accueillie par un rire amer. Les imbirous avaient tous lu les résumés de renseignements sur l'opinion publique américaine. Pearl Harbor avait enragé le public américain d'une manière que les planificateurs japonais n'avaient pas anticipée. L'attaque, censée démoraliser l'Amérique pour la pousser à négocier, avait au contraire créé une détermination absolue à détruire complètement le Japon. Les bons de guerre américains étaient sursouscrits. Les fabriques tournaient en 3 équipes. Les femmes entraient dans la population active en emboissant prévenant. Il n'y aurait pas de paix négociée. L'Amérique voulait d'une reddition sans condition. La réunion se tourna vers la question de ce qui avait mal tourné. L'attaque de Pearl Harbor avait atteint ses objectifs tactiques, mais stratégiquement, elle avait été catastrophique. Pourquoi? L'amiral Chuichi Nagumo, qui avait commandé la force de frappe aéronavale à Pearl Harbor, offrit sa perspective. L'attaque avait été conçue pour détruire la puissance des cuirassés américains, donnant au Japon 6 mois pour consolider ses conquêtes avant que l'Amérique ne puisse réagir. La théorie était qu'après 6 mois de défaite, l'opinion publique américaine forcerait le gouvernement à négocier. Cette théorie se révéla fondamentalement erronée. Premièrement, les cuirassés n'étaient pas l'arme décisive. Les porte-avions l'étaient. En manquant les porte-avions américains à Pearl Harbor, le Japon avait laissé les actifs navals les plus importants de l'Amérique intacts.
Deuxièmement, la psychologie publique américaine avait été complètement mal comprise. L'attaque avait unifié l'opinion américaine d'une manière que rien d'autre n'aurait pu. Troisièmement, Pearl Harbor avait donné à l'Amérique la supériorité morale sur le plan international, facilitant la construction d'alliances et l'obtention de ressources. Quatrièmement, et peut-être le plus critique, l'attaque avait été trop réussie d'une manière particulière. Elle semblait être une traîtrise. Les diplomates japonais étaient censés remettre une déclaration de guerre 30 minutes avant le début de l'attaque. En raison de retard de décodage, la déclaration fut remise après le début de l'attaque. Cela fit apparaître Pearl Harbor comme une attaque surprise, une violation des normes internationales. La propagande américaine la qualifia de jour d'infamie, et cette étiquette resta. Le Japon avait donné à l'Amérique un cri de ralliement parfait. L'amiral Yamaguchi sortit un autre document qui rendait la situation encore plus sombre. C'était une analyse du raid de Doolittle d'avril 1942. 16 bombardiers B-25 américains avaient décollé du porte-avions Hornet et bombardé Tokyo et d'autres villes japonaises. Les dégâts physiques furent minimes. Quelques bâtiments détruits, une poignée de victimes. Militairement, insignifiant. Mais stratégiquement, le raid avait été dévastateur pour le Japon. Il brisa le mythe de l'invulnérabilité du territoire national. Il prouva que les porte-avions américains pouvaient s'approcher du Japon lui-même. Il força le Japon à garder des avions et des troupes dans les îles principales pour la défense, des ressources qui étaient désespérément nécessaires ailleurs. Plus important encore, il avait poussé le haut commandement japonais à accélérer les plans pour l'opération Midway. L'opération qui s'était terminée par une défaite catastrophique. L'opération Midway elle-même méritait d'être examinée. Le plan avait été complexe, impliquant plusieurs forces approchant de différentes directions, destinées à confondre et submerger les défenseurs américains. Au lieu de cela, la complexité avait créé des problèmes de coordination. Les forces japonaises étaient dispersées, incapables de se soutenir mutuellement. Pendant ce temps, les crypto-analystes américains avaient déchiffré les communications japonaises et savaient exactement où et quand l'attaque aurait lieu. Cela souleva un autre échec critique, le renseignement et la sécurité. Les codes navals japonais étaient lus par les Américains. Les officiers japonais ne connaissaient pas toute l'étendue de la compromission, mais ils en savaient assez pour être profondément inquiets. Chaque plan d'opération, chaque mouvement de navire, chaque intention stratégique était potentiellement connu de l'ennemi avant l'exécution. Mener une guerre quand votre adversaire peut lire vos ordres est presque impossible. La réunion examinait les alternatives qui auraient pu mieux fonctionner que Pearl Harbor. Et si le Japon n'avait pas attaqué du tout les États-Unis? Et s'il n'avait attaqué que les possessions coloniales britanniques et néerlandaises en Asie du Sud-Est? L'Amérique serait-elle entrée en guerre? Le consensus était flou. Le président Roosevelt voulait clairement entrer en guerre contre l'Allemagne et le Japon. Mais l'opinion publique américaine en 1941 était profondément isolationniste. Sans Pearl Harbor, le Congrès aurait-il déclaré la guerre? Peut-être pas immédiatement. Le Japon aurait pu gagner des mois, voire des années, pour consolider ses conquêtes sans opposition américaine. Au lieu de cela, Pearl Harbor avait donné à Roosevelt exactement ce dont il avait besoin, une nation unie réclamant la guerre. Une autre alternative. Et si l'attaque de Pearl Harbor avait été plus approfondie? Et si Nagumo avait lancé une troisième vague pour détruire les réservoirs de carburant, les installations de réparation et la base sous-marine? Certains officiers l'avaient préconisé à l'époque. Nagumo avait refusé, inquiet d'une contre-attaque américaine et voulant préserver ses forces. Rétrospectivement, cette prudence ressemblait à une erreur fatale. Détruire ces installations aurait pu retarder les opérations américaines dans le Pacifique de 6 mois ou plus. 6 mois dont le Japon avait désespérément besoin. Mais les amiraux reconnurent une vérité inconfortable. Même une attaque de Pearl Harbor plus approfondie n'aurait pas changé d'issue finale. Le problème fondamental n'était pas l'exécution tactique, c'était la réalité stratégique. L'économie du Japon était une fraction de celle de l'Amérique. La capacité industrielle du Japon était peut-être un dixième de celle de l'Amérique. La production pétrolière du Japon était essentiellement nulle sans apportation. La population du Japon était moins de la moitié de celle de l'Amérique. Dans une guerre d'usure prolongée, ces disparités garantissaient la défaite. Yamamoto l'avait compris depuis le début. Il s'était opposé à la guerre avec les États-Unis, arguant que le Japon ne pouvait pas gagner. Il avait été mis en minorité par les dirigeants de l'armée et les responsables du gouvernement civil qui croyaient que la démocratie américaine était faible et décadente, que les Américains manquaient de volonté pour mener une longue guerre. Une série rapide de victoires forcerait la capitulation américaine. Chacune de ces hypothèses se révélait catastrophiquement fausse. Le capitaine de vaisseau Fushida
présenta l'analyse la plus déprimante de toutes, la situation pétrolière. Tout le calcul stratégique du Japon avait été construit autour de la sécurisation du pétrole des Indes néerlandaises. Les embargos américains menaçaient d'étrangler l'économie et l'armée japonaise. S'emparer des champs pétrolifères indonésiens était censé résoudre ce problème. Et le Japon avait réussi à capturer ces champs en grande partie intacts. Mais le succès créa de nouveaux problèmes. Le pétrole devait être transporté jusqu'au Japon. Les pétroliers devaient faire le voyage à travers des eaux de plus en plus infestées de sous-marins américains. En janvier 1942, le Japon avait importé 400 000 tonnes de pétrole des Indes. En août, les importations étaient tombées à 250 000 tonnes. La tendance était claire. D'ici 1943, la guerre sous-marine pourrait réduire les importations de pétrole à des niveaux insuffisants pour maintenir les opérations militaires. Le Japon aurait des champs pétrolifères, mais aucun moyen de ramener le pétrole chez lui. Les amiraux discutèrent de l'existence d'une voie vers la victoire à ce stade. Peut-être que si le Japon pouvait infliger suffisamment de pertes aux forces américaines, rendre le coût de l'avancée si élevé que l'opinion publique américaine se retournerait contre la guerre. Cet espoir fut systématiquement démoli par les évaluations des renseignements. La tolérance américaine aux pertes semblait beaucoup plus élevée que ce que les planificateurs japonais avaient anticipé. La marge de la mort de battants et les rapports sur le traitement japonais des prisonniers avaient enragé l'opinion américaine, rendant la guerre personnelle. Les Américains ne calculaient pas les coûts et les bénéfices, ils voulaient se venger, ils voulaient la victoire totale. Les listes de pertes qui auraient pu décourager d'autres nations ne semblaient que renforcer la résolution américaine. De plus, les tactiques américaines évoluaient pour minimiser les pertes. Les forces américaines ne s'engageaient pas dans des charges bonsaï suicidaires et les utilisaient une puissance de feu écrasante, la supériorité aérienne et les avantages matériels pour user les positions japonaises, tout en minimisant leurs propres pertes. Les Américains menaient une guerre industrielle, la traitant comme un problème de production à résoudre par des ressources et une logistique supérieure. La Réunion examina la situation actuelle dans les îles Salomon, où les forces américaines avaient débarqué sur Guadalcanal début août. Les forces japonaises se battaient désespérément pour les déloger. Mais les amiraux reconnurent que Guadalcanal représentait une nouvelle stratégie américaine, s'emparer de bases avancées, construire des aérodromes, utiliser ces aérodromes pour dominer les zones environnantes, puis avancer vers l'objectif suivant. C'était méthodique, implacable, et ça fonctionnait. Le Japon ne pouvait pas égaler cette approche. La logistique japonaise était inadéquate. La production industrielle japonaise ne pouvait pas fournir suffisamment d'avions, de navires et de fournitures pour égaler les taux de renforcement américains. Chaque bataille devenait une bataille d'usure, et le Japon perdait le calcul d'usure à tous les niveaux. Un dernier document fut examiné, une analyse économique préparée par le ministère des Finances. Elle projetait la capacité économique japonaise jusqu'en 1945 selon différents scénarios. Même les scénarios les plus optimistes montraient un effondrement fin 1944. L'économie du Japon ne pouvait tout simplement pas soutenir l'effort de guerre pendant plus de 3 ans au total. Ils en étaient maintenant à 8 mois de guerre. Le compte à rebours était lancé. Les amiraux arrivèrent à leur conclusion dévastatrice. Pearl Harbor avait été un succès tactique, mais une catastrophe stratégique de première magnitude. Elle n'avait rien accompli dont le Japon avait besoin tout en unifiant et en enrageant l'adversaire que le Japon devait absolument éviter de combattre. La guerre était maintenant ingagnable. La seule question était de savoir combien de destructions le Japon endurerait avant d'accepter l'inévitable. L'amiral Yamaguchi proposa de recommander au haut commandement que le Japon cherche des négociations de paix immédiatement, avant que la situation ne se détériore davantage. La proposition fut rejetée non pas parce que les amiraux étaient en désaccord avec l'analyse, mais parce qu'ils savaient que de telles recommandations seraient ignorées ou, pire, traitées comme du défaitisme et de la trahison. Le gouvernement militaire n'était pas intéressé par la réalité. Ils étaient déterminés à se battre jusqu'à la fin amère. La réunion se conclut, sans décision, sans recommandation, juste une compréhension partagée de la vérité. Le Japon avait perdu la guerre le 7 décembre 1941. Ils ne le savaient pas encore. Les amiraux sortirent, retournant à leurs fonctions, planifiant des opérations qu'ils savaient ne pouvoir réussir, menant une guerre qu'ils savaient perdue. Le 6 août 1942,